Le doute s'installe-t-il chez Max Verstappen? Le quadruple champion du monde n'a jamais été aussi critique envers la Formule 1, au point de comparer la réglementation 2026 à une Formule 1 sous stéroïdes. Voiture impossible à exploiter à fond, gestion d'énergie permanente, super clipping. Et pendant ce temps-là, Red Bull recule. Alors une question, Verstappen doute-t-il vraiment ou est-il en train de mettre la pression sur son écurie? Entre frustration, perte de plaisir et rumeurs de départ, Max prépare-t-il déjà la suite? Mercedes est-elle déjà en embuscade? Et surtout, la F1 peut-elle se permettre de perdre sa plus grande star? Car derrière le cas Verstappen, c'est toute la réglementation 2026 qui vacille. Réunion d'urgence de la FIA, faut-il déjà tout revoir? On refait la F1, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, super sommaire cette semaine, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre débat hebdo sur l'actu de la Formule 1, chaque lundi, même quand il n'y a pas de Grand Prix, sauf que là on tourne à mardi, mais faites pas attention, c'est pas grave. Merci infiniment pour votre fidélité, les scores, on se frotte les yeux chaque semaine et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Et je vous rappelle que nous sommes également disponibles sur podcast, Apple Podcast en version audio, vous nous trouvez également sur Spotify et Deezer, et puis on est présent sur tous les réseaux sociaux, sous forme d'extraits, sur toutes les plateformes, Insta, TikTok, Facebook, n'hésitez pas à nous suivre et à nous soutenir, c'est important. Avec comme fanat du paddock cette semaine, on va faire un tir croisé. On commence par Justine Pélisson, alias DRS Queen. Bonjour Justine. à tous, salut, bonjour. Notre fan de McLaren, Gaël Paulet. Salut Gaël. Salut, bonjour à toutes. Et il a beaucoup de chance, il est à côté de Justine. Il nous a un peu forcé la main. C'est injuste. Guillaume Pommier, le champion du monde du quiz F1. Salut, bonjour à tous, je suis très bien installé et merci la régie pour cette organisation sans faille. C'est un scandale. Et quant à moi, je suis et demeure un Alonsoista, supporter de Fernando Alonso. Ça va la régie, on parle de vous, mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous appuyez sur les boutons? Oui, ils sont là. Tu les as pris par surprise, là. Oui, Il faut mettre en place. Ah, oui. Allez, un petit mot au site de Paris en ligne, notre partenaire Winamax qui offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique Pronostic S avec un S à la fin ou encore dans la description de la vidéo, c'est important. Annonce légale, je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, on va se calmer, et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci bien sûr à Winamax qui nous soutient et qui sponsorise cette émission. Les amis, Radio check. Loud and clear. je vous propose qu'on commence par parler de Max Verstappen et ses doutes sur son avenir et celle de la F1. Le doute de Max a commencé par la nouvelle réglementation. Verstappen qui n'a jamais été aussi critique avec la F1 version 2026. Il multiplie les déclarations fracassantes. Pêle-mêle, on ne peut plus attaquer à fond. C'est de la gestion, pas du pilotage. On l'a dit en préambule dans le sommaire, une Formule sous stéroïdes. En tout cas, une chose est sûre, il fait partie des pilotes les plus en pointe, les plus sévères envers la réglementation en 2026. Et au-delà, les amis, qui c'est qui veut prendre la parole? Peut-être Justine, tiens, puisque c'est ton chouchou. Qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas dans cette réglementation de 2026? Je pense que je voulais aussi revenir, enfin plutôt avant même de parler de ce qu'il n'apprécie pas, c'est vrai que sur l'état d'esprit actuel de Max, quand on voit récemment les déclarations qu'il a pu faire, moi il y a 2 choses qui m'ont vraiment interpellée. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, son comportement qui était inacceptable et tellement déplacé envers le journaliste qu'on a vu pendant la media conference la semaine dernière. Ce journaliste, vous savez, qui lui avait soi-disant manqué de respect l'année dernière en Espagne, il me semble, après un des Grands Prix. On lui posait une question sur le déplacement sur Georges Russell pour demander, lui a demandé, est-ce que vous ne regrettez pas les points que vous avez perdus? Le titre, tu l'as perdu à cause de ça. Et c'est vrai que... Et il a demandé à ce que, si vous voulez que je réponde à la question, je veux que vous sortez de cette conférence. Et c'est vrai que je voulais juste remettre ça un peu dans le contexte d'aujourd'hui, une discussion. C'est vrai qu'on voit... On voit un Max Verstappen, ça faisait des émissions qu'on discutait en disant Max, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il est là? Et c'est vrai que là, on commence à avoir un tempérament en dehors des Grands Prix
qui remet en question, en fait. C'est vrai qu'il a plus l'air d'être aussi motivé. Et là, il a fait preuve d'insolence. Je pense que Red Bull a vraiment très mal pris son comportement envers ce journaliste. Et pour quelqu'un qui devrait soi-disant être aussi détaché, entre guillemets, de ce championnat, c'est bizarre que quelques mois plus tard, ça fait longtemps que cet épisode est intervenu et surgi, qu'il soit toujours aussi remonté contre ce journaliste. Et de deux, à fleur de peau, quoi. Il est à fleur de peau. Et de deux, on l'a vu beaucoup plus heureux, épanoui en GT3 aussi la semaine dernière. Quand il a fait sa course, il avait l'air de s'éclater. Il a reparlé de à quel point c'était un plaisir, vraiment, il savourait cette conduite en GT3 en Allemagne par rapport à la F1. Donc c'est vrai qu'on commence à se poser beaucoup de questions sur est-ce que Max est vraiment démotivé ou pas. Et moi, c'est vraiment ça ce qui m'interpelle, c'est ce comportement. Là, je trouve que, je reconnais plus, tu vois, Max, que je soutiens depuis pas mal de temps. C'est beau, effectivement, c'est la première fois que je t'entends critiquer Max. Juste sur cet aspect, je suis désolé, c'était peut-être pas trop dans le conducteur, mais je pense que c'est important d'insister dessus par rapport à cette histoire avec le journaliste. Je pense que c'est révélateur de quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Plus profond, parce que au-delà de ça, on entend, et c'est Alonso qui avait commencé à reprocher aux journalistes anglais de ne défendre que les écuries anglaises, que les pilotes anglais. Ce qui est pas faux, et en même temps, c'est le boulot des journalistes anglais. La problématique, c'est que visiblement, Alonso comme Verstappen lisent plus la presse anglaise que la presse de leur pays. Donc, évidemment, ils sont vexés et ils se sentent pas soutenus. Mais là, il a vraiment passé un cap. Pour moi, il a dépassé les limites de l'acceptable et du tolérable. Et évidemment, en tant qu'ancien journaliste, encore plus, je me sens concerné. Mais très clairement, ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Mais au-delà de ça, ça montre vraiment qu'il y a un problème, une tension qui est de plus en plus forte entre les journalistes et les pilotes, en tout cas certains journalistes, certains pilotes. Et ça, c'est jamais bon dans un sport. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé, avant de revenir sur le fond de l'histoire, à savoir pourquoi il n'aime pas cette réglementation 2026, de l'attitude générale de notre ami Max, qui, c'est vrai, on le sent très frustré, et puis cette petite polémique autour de la presse anglaise. Notre team principal bien-aimé, à savoir Eric Bouillet, qui nous a demandé de rajouter In French Only en baseline de cette émission, c'est pas un hasard. On sent le poids et l'influence, puisque la F1 Valley, elle est en Angleterre, et les Anglais ont beaucoup d'importance dans cette discipline, un peu trop peut-être, dans le lobbying au quotidien. C'est un peu surprenant, on a toujours considéré Verstappen comme un gentleman, quelqu'un qui est plutôt élégant dans le paddock, quelqu'un qu'on... Sur la piste ou Alors justement, en fait, on différenciait vraiment le Verstappen... On parle de la même personne. Je suis d'accord avec toi. Non, mais en fait, tu vois, Eric nous a à plusieurs reprises fait part de cette différence entre le Verstappen agressif sur la... Bon, ça c'est fait. Wouhou, champagne. Ça c'est fait, c'est plus à faire. Il m'a cassé mon truc. C'est Max, réponds. C'est Max qui appelle, c'est Max Verstappen. Parce qu'on a dit quelque chose c'est la FIA qui a dit qu'il ne veut plus nous parler là. C'est fait. Justine ne parle plus, Max. Ouais, c'est ça. Donc tu disais, on reprend, on continue. Allez, je disais que Eric nous a mentionné à plusieurs reprises la différence entre le Max agressif sur la piste et le Max élégant, gentleman, poli en dehors. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant cette sortie de route, si je puis dire. Et je pense que c'est le reflet d'une certaine tension liée à plein de choses qu'on va mentionner après. Donc, tu ne trouves pas, toi, à titre personnel, en tant que défenseur numéro 1 d'une écurie 100% française, une écurie majoritairement française, dirons-nous, on l'a vu, les Anglais ont fini par bouffer Ashton. En vrai, je vais te dire, c'est pas la France qui a gagné. Je lis pas la presse anglaise, moi je lis la presse française, voilà. Donc en fait, ça m'intéresse pas trop et je suis pas certain que ce soit si important que ça. En vrai, Max Verstappen, Fernando Alonso, je pense qu'ils ont passé un peu le cap de vraiment s'intéresser à toutes les lignes que sortent un journaliste. Alonso a beaucoup souffert lorsqu'il était chez McLaren de la comparaison avec Hamilton. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. McLaren. Je suis d'accord. McLaren, je connais bien. La presse doit être libre et on ne peut pas dire toi tu viens à ma conférence ça fait partie de presse. De son métier, c'est pas possible, surtout quand tu es payé aussi cher que ça et que ton métier c'est de faire des conférences de presse. C'est vrai. Je suis désolé. Je me souviens il y a une vingtaine d'années, j'avais eu un accrochage avec Jacques Villeneuve. On devait faire une émission avec lui, une émission promotionnelle avec BAR à l'époque quand il était chez BAR. Donc il était payé. Il y a eu beaucoup d'accrochages. Le plus cher payé de tout le paddock à l'époque pour être tout le temps en dernière ligne avec la BAR qui avançait pas. Et donc il est là pour l'émission marketing et il est littéralement odieux. Pas sympa, il veut pas venir faire l'interview. Moi, je vais le prendre à part. Je lui dis, mais mec, tu payes $20 millions pour rien foutre.
si tu veux pas la faire, l'émission, on la fait pas. Je vais la faire avec Olivier, qui lui est gentil et sympa. Olivier Panis. Mais je dis que je lui dis, c'est juste, à mon avis, c'est un peu ton boulot de répondre à mes questions, au prix que tu es payé pour en plus être en dernière place. Et là, vous êtes battu. Et alors, non, on a fait une super émission. Wow. Parce que le mec est loin d'être bête. Il s'est rendu compte qu'il avait été trop loin. Et il est venu, il a fait l'émission. On a été faire du jet ski pour l'émission ensemble. C'était super sympa. J'espère que ça va mais se sur le finir, moment, ouais. bah oui, il était effectivement, c'est un peu sportif, mais il a oublié que son métier, ça reste quand même. Je pense que ça a trahi un mal-être profond. Oui. Là, on voit que Max, il est un peu. Ouais, je pense que ça a trahi un mal-être profond. Après, il est connu pour être politiquement incorrect, pardon. Incorrect. Lui, il est connu pour être très straightforward et donc du coup aller mettre les pieds un peu dedans. Il a été élevé par Helmut Marko, hein, et c'est pas un hasard. Donc j'exagère, bien sûr, il n'a pas été élevé par Helmut Marko, mais il a été détecté. Alors, au-delà de ces déclarations... Par le papa Verstappen, qui est bien. Oui, il est bien aussi. Au-delà de ces déclarations, il a été traumatisé aussi. Au-delà de ces déclarations, donc, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas concrètement les amis, si vous voulez résumer, en gros, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans ces voitures de version 2026 dans la manière de les mener, en tout cas. En gros, ce qu'il aime pas, c'est à peu près ce que n'aime pas aussi Norris et une grosse partie du plateau, on va pas se mentir, c'est le fait qu'un pilote, ce qui fait la différence entre un très bon et un extraordinaire pilote, c'est la capacité, entre autres, à passer des courbes rapides très vite, à ne pas lever le pied, à faire des trajectoires parfaites à fond. Aujourd'hui, avec la Formule 1, ça ne se passe plus comme ça, parce que quand on arrive dans une grande courbe, on en profite pour recharger la batterie, donc on ne lève pas le pied. Il y a un truc très rigolo. Alonso avait dit, vous vous souvenez, tout le monde, même le chef de cuisine de l'écurie, tout le monde dans l'écurie peut conduire ma voiture. Cette semaine, il a dit, je corrige, c'est pas tout à fait vrai, pas forcément le chef de cuisine, seulement 50% de l'écurie. Voilà. Ce qui veut dire par là, c'est qu'effectivement, là où il fallait être super bon, super capable aussi d'avoir des gros... de mettre le couille sur le plateau pour prendre des risques et de prendre des virages ultra rapides, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, effectivement, la difficulté du pilotage n'est plus là. Il reproche aussi le fait qu'il y a carrément des dépassements qui sont involontaires, parce qu'aujourd'hui, il y a un système, qu'on reviendra peut-être dessus, qui est très simple, qui fait que si vous êtes sur la pédale appuyée à fond, vous relâchez et vous remettez un coup sur la pédale, boum, ça met le boost automatiquement. Et vous ne pouvez pas choisir s'il vient ce boost. Donc vous êtes derrière une autre voiture, le boost, vous êtes passé devant si l'autre, lui, il n'accélère pas. Et au-delà, il pointe du doigt ce système très algorithmique, Guillaume, qui fait que, en fait, c'est un ordi qui optimise la puissance électrique et la puissance de la batterie. Et c'est plus le pilote, le pied droit du pilote qui décide, c'est un... Voilà, il aura de la puissance quand l'ordinateur en aura décidé, vraiment pour optimiser à chaque fois et pour que la batterie soit pleine. Et puis à un moment où il en aurait besoin, il appuie, mais il n'y a pas de puissance. Donc c'est sûr que ça doit être frustrant d'être comme ça lié à cette technologie. C'est plus les pilotes qui ont le dernier mot. Mais totalement, je rejoins totalement ce qu'a dit Gaël. En fait, Verstappen, c'est l'un des pilotes, et comme beaucoup d'ailleurs. Pour lui, un pilote, il doit piloter. C'est la course automobile, donc tu dois être à la limite tout le temps, et c'est celui qui prend le plus de risques, qui est le meilleur, en fait, qui va le plus loin, qui fait les meilleurs chronos. Et clairement, avec cette réglementation, c'est plus vraiment le cas. On avait déjà critiqué, rappelez-vous, depuis plusieurs années, ces courses un peu de gestion, notamment des pneus. Et j'ai un problème avec ça, parce qu'en fait, on disait, on va plus attaquer, notamment en course. En course, on attaque plus, parce que du coup, on fait que gérer les pneus. On l'a vu à Monaco, il y a deux... voilà, et ça crée déjà des problèmes par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les années 80-90, où pour le coup, les gars attaquaient du tour 1 jusqu'au tour final. Là, maintenant, non seulement en course, c'est encore pire, mais maintenant en qualification, qui est vraiment le moment un peu où c'est de la pure vitesse, où c'est de la pure concentration. Même là, tu dois en fait décélérer et gérer l'énergie. Donc, on va en parler après. Mais oui, évidemment. Et un mec comme Verstappen, ça, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui était déjà assez plein. Alors, tu disais, il n'est pas le seul à se plaindre de ce système, c'est plutôt les champions du monde qui se plaignent, à savoir Fernando Alonso, tu l'as dit, qui pense que le cuistot d'Aston peut conduire également sa voiture, à condition de ne pas trop trembler au volant. Et puis Lando Norris, ton chouchou, qui regrette le déploiement non contrôlé par le pilote de la puissance électrique, je le cite. Ce n'est pas de la course, c'est du yo-yo. Quand vous êtes à la merci de ce que délivre le groupe propulseur, on l'a vu avec Piastri qui s'est pris le mur, le pilote devrait au moins en avoir le contrôle et ce n'est pas le cas. Oui, ça peut être spectaculaire à la télévision, mais dans le cockpit, ce n'est pas aussi authentique que ça devrait l'être. Voilà. Bilan, vous l'aurez compris, l'ami Max, il est en plein doute. Il y a des déclarations assez étonnantes de sa part ces dernières semaines. Je le cite, chaque matin, je me remotive et je tente de me persuader à nouveau, waouh,
c'est profond. Et puis, autre citation, dans ma vie privée, je suis très heureux. Tu t'attends à 24 courses. Bon, cette fois, il y en a 22, mais normalement 24. Et puis, tu te demandes simplement si ça vaut la peine ou si je préfère être plus souvent à la maison avec ma famille, voir davantage mes amis quand tu ne prends pas de plaisir dans ton sport. On sent vraiment un mal-être profond. Est-ce que vraiment il y a une perte de motivation ou une fois qu'il a mis son casque? Ça, tu vois, pour moi, c'est l'un des plutôt facteurs une aussi. posture. C'est l'un des facteurs aussi, hein, tu l'as mentionné. Aujourd'hui, Verstappen, c'est un père de famille. Ça paraît un peu simple et bête de dire ça. Mais le gars, ça fait 10 ans qu'il est en Formule 1. Plus de 10 ans. Mais il a commencé très jeune. Il a commencé en 2014 même, donc 2015, enfin 12 ans, je pense qu'il est en Formule 1. 2016 chez Red Bull, donc ça fait 10 ans. Donc tu as la longévité, donc peut-être un peu de lassitude, il a déjà tout gagné. Et à côté de ça, il construit une vie de famille. Ouais, je pense que les priorités changent aussi. Non, mais tu vois, si jamais... d'un autre côté, vous le disiez tout à l'heure. Avec la même réglementation, mais s'il a 5 ans de moins, qu'il n'a pas d'enfants et puis qu'il a encore que 1 ou 2 titres de champion du monde, peut-être qu'il ne réagit pas de la même manière. De toute façon, il a dit, il ne veut pas aller chercher les records comme Hamilton. Hein, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Juste sur un truc, il construit une vie de famille. Moi, je ne vois pas un gars qui construit une vie de famille qui, dès qu'il n'y a pas de Grand Prix, file sur 24 heures de Nürburgring tourné en bagnole, est parti tester une GT500 au Japon vite fait, histoire de... Voilà, il a l'air totalement toujours aussi animé par cette volonté de conduire vite et de se payer des sensations. J'ai juste l'impression qu'il a plus les sensations. Et en plus, ça tombe mal parce que Red Bull s'est complètement fourvoyé cette année. C'est un autre argument. Voilà. Et donc, je pense que s'il gagnait, quand on gagne, la pilule passe mieux. Quoi. Ah oui. Là, remarquez que ceux qui gagnent, ils disent rien. Hein. Je ne sais pas quelles sont les perspectives qu'il a, parce qu'en fait, de base, c'était soit Red Bull, soit Mercedes. Il a fait le pari de se dire, j'accompagne Red Bull dans une nouvelle ère, nouvelle réglementation, ce qui est un énorme pari. Et en fait, maintenant, la porte Mercedes, elle est plus ouverte. Toi, je suis pas d'accord. Tu penses pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, ils prennent pas mal la parole en disant qu'on n'a plus besoin de Max maintenant que Kimi est lancé. En tout cas, s'il voulait mettre la pression sur son écurie, il en ferait pas autrement. Il avait aussi mis la pression l'année dernière, et puis ils sont revenus. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, Red Bull a les fondamentaux pour revenir comme ils sont brillamment revenus ce qui est bien, c'est que comme l'année dernière. Je pense qu'il a l'équipe, enfin il a l'écurie et le soutien pour avec Laurent Mekies. Visiblement, Max Verstappen, il ne faut pas oublier qu'un de ses plus grands atouts, c'est aussi sa capacité à traduire ce qu'il ressent techniquement quand il conduit sur sa voiture pour ensuite le traduire aux ingénieurs et donc rapidement avoir des améliorations. Il y a toujours eu cette dynamique entre lui et ses équipes techniques qui arrivaient à faire vraiment des améliorations, parfois à transformer la voiture d'un jour à l'autre parce qu'il est, il est excellent à ça pour vraiment expliquer ce qu'il ressent et ce qui manque. Il est très critique. On ne comprenait pas... Justine, je te coupe, pardon, mais on ne comprenait pas l'année dernière son choix de rester quand même chez Red Bull parce qu'il y avait beaucoup de doutes autour du moteur Red Bull c'est pour la première fois que Red Bull est motoriste. Je pense qu'il se disait c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle réglementation, tout va être remis à plat. Cette année, apparemment, il serait assez performant ce moteur. Ouais, je pense que le pas le châssis par contre. Exactement, c'est ça, mais on n'est qu'à la 3e course, tout début. Donc je pense que quand tu vois déjà l'année dernière comment il avait commencé le championnat, il a failli gagner le championnat avec un début d'année qui était mauvais. Justement la fin de championnat l'année dernière. C'est une certitude et je suis convaincu que Horner lui avait prévu de laisser filer 2025 pour préparer 2026 parce qu'Horner avait extrêmement bien, on y reviendra peut-être dessus plus tard, extrêmement bien compris les failles du règlement 2026 et en 2023 c'est celui qui très clairement décrit exactement ce qui va arriver en 2026 à l'opposé de Toto Wolff qui se plante complètement dans son appréciation du futur règlement. Par contre, l'attitude de Toto Wolff qui a été de dire dès 2023, ok, il y a un nouveau règlement, on y croit, on va tout donner. Ça marche. Et je suis convaincu que Mekies, en arrivant à Red Bull, a écouté ce qu'on dit. Non, on peut encore améliorer la bagnole. Allez, on se donne une chance pour justement asseoir sa domination sur l'écurie. C'était le bon choix. Et ils ont sacrifié 2026 en partie, c'est sûr. Alors, il avait besoin de prouver aussi. Il venait d'arriver et il voulait montrer qu'il avait des bons résultats, c'est sûr. Donc il y a des problèmes, tu l'as dit, de châssis. Rappelons que c'est l'un des premiers châssis non développés par le grand Adrian Newey. Il y aurait des problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste. Et puis la bonne surprise, ça reste quand même le moteur. Mais en un mot, peut-être avec Guillaume, sur l'Adio, tu veux expliquer qu'est-ce que l'Adio Apparemment, il ne pourrait pas en bénéficier, mais traduisons ce que c'est l'Adio. En fait, dans la réglementation précédente, les moteurs étaient figés. Donc en fait, tu avais un mauvais moteur comme Alpine avec Renault. Tu le traînais pendant des années et aucune dérogation n'a été acceptée par les écuries. Là, ils ont été plus souples, c'est-à-dire que si jamais
on voit que certains moteurs sont en dessous de la performance des meilleurs, de 2% ou de 4%, tu peux avoir des évolutions possibles. Tu as droit à des évolutions. Voilà, donc si tu as 2% de retard, tu as un certain nombre d'évolutions, 4% tu en as plusieurs, voilà. Et du coup, et autre chose, tu as des fenêtres pour l'avoir. Donc je crois que c'était toutes les 6 courses, donc 6, 12, 18, 24. Et du coup, tu peux avoir, en fait, pour faire simple, des fenêtres d'amélioration possible du moteur pour ceux qui sont en retard. En gros, tout le monde à part Mercedes. Voilà. Ouais. Apparemment, Red Bull, d'après les bruits du paddock, serait tellement serait tellement au-dessus de Ferrari qu'il ne serait pas dans la fenêtre de tir de 2%. Ce serait pas impossible que Red Bull y échappe. Honda va probablement être le seul à avoir le droit à deux ajustements. J'ai vu alors, je sais pas si c'est vrai, je crois que les écarts la différence de puissance serait supérieure à 100 chevaux. Mais alors, j'ai mis un doute. On verra si je me trompe ou pas au Grand Prix de Miami. Parce que comme il y a 2 Grands Prix qui sont annulés, les 6 Grands Prix, ils ont décidé de ne pas changer la date. Donc, ce sera après le 4e Grand Prix, finalement, qu'ils vont décider le premier à duo. Moi, je pense que Ferrari, je ne sais pas trop, mais tous les autres ont intérêt à limiter la puissance à Miami pour obtenir le plus de concessions possible. Donc on risque d'avoir une course d'escargot à Miami de mecs qui veulent surtout faire non, il marche pas mon moteur. Ils vont avancer, je pense. Ils vont peut-être avancer dans la réunion de jeudi. C'est un peu bizarre. Ils vont pas faire attendre. Tu vois, il y a quand même il y a 3 semaines là. Il y a une réunion jeudi d'urgence de l'IFA, mais c'est l'objet de ce second chapitre. Alors concrètement, on voit bien que ça va être plus compliqué cette année pour Red Bull, mais ils ont quand même cette capacité à la McLaren d'ailleurs de revenir de saison alors que les autres écuries, quand ils sont enferrés dans des mauvaises performances en début de saison, ils y restent. On l'a vu l'année dernière avec Red Bull, on l'a vu il y a 2-3 ans avec McLaren. Est-ce que vous pensez qu'ils ont cette capacité et au-delà, est-ce que vous pensez que l'ami Mercedes ou l'ami Toto est à l'affût? Moi, j'en suis sûr. Je suis certain que Toto cherche toujours à avoir Verstappen. Quand il a une idée en tête, Toto Wolff, il l'a pas ailleurs. Donc, il peut avoir Verstappen. Et c'est son rêve, Verstappen et Antonelli. En fait, si on regarde George Russell, il n'a jamais soutenu Russell. Et si Russell a été là parce que c'était le bon moment. L'année dernière, il a fait attendre jusqu'au dernier moment pour le signer. Non, tu as raison. Peut-être avec ce binôme avec Kimi. Ouais, c'est un peu tôt. Là, en vrai, on en a parlé pendant 6 mois l'année dernière. Ça fait 3 courses. On reparle de ça. Non, je pense que c'est un peu tôt. On voit qu'il a du mal, George Russell, face à Antonelli. Mais non, mais arrêtez, il n'a pas du tout de mal. Il a été pénalisé par des problèmes. Franchement, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt. Je ne pense pas qu'Antonelli a une plus grande. Non, moi je pense pas. Marge de progression. Moi je pense pas. Moi, à mon avis, je pense que Russell va dominer Antonelli, mais encore une fois, c'est mon avis et ça pourra changer. En régie, vous sauvegardez ce moment précieusement, on sortira à la fin de la saison. En tout cas, toute l'année dernière, j'ai défendu Norris et j'ai dit qu'il allait être champion du monde. Je me suis pas trompé. C'est vrai que Guillaume a donc voilà. Et toi, tu penses qu'il est assuré d'être là l'année prochaine? Tu penses que c'est pas une menace, Max? C'est une autre affaire. Non, mais il peut être champion du monde et être viré quand même. C'est pas le nouveau. Tu dis qu'Anthony domine Russell. C'est pas vraiment vrai. Pour l'instant, il est en tête du championnat, que je sache. Mais bien sûr, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont pénalisé Russell. Les safety cars, etc. Les problèmes en qualif, mais c'est pas grave. Je pense que même s'il gagne le championnat du monde, si Wolff a l'occasion de signer Verstappen, il signera. Bon, on revient sur Max. Parce que juste sur Red Bull. Alors moi, pour répondre à ta question, oui, je crois totalement à la capacité d'une équipe comme Red Bull de réagir, notamment sur les problèmes de châssis. Je pense que oui, c'est totalement dans leur corde. Ils l'ont prouvé par le passé. Par le passé, ils ont eu des voitures lourdes qui sont allégées au fur et à mesure. Red Bull, c'est pas devenu des peintres en 6 mois. Donc pour moi, ça prendra un peu de temps, mais c'est comme McLaren. Pour moi, McLaren va revenir très vite dans la course. Et Red Bull aussi, donc il n'y a aucun problème avec ça. Ils ont un bon line-up. Adjar, il fait quand même des débuts prometteurs. Il devance Verstappen sur certaines sessions. Ah non, mais il est devant. Ça. Il a battu 2 fois en qualif. Donc pour moi, il ne faut pas du tout Verstappen et en course, puisque Verstappen, il a fait 5e. Mais ça, je pense que c'est un vrai élément aussi pour Max. Et un abandon, Verstappen. Faut pas enterrer Red Bull. Saison, c'est son pire début de saison. Non, mais m'en parle pas, c'est horrible. Depuis le début de sa carrière. Après, quand on n'a plus la meilleure voiture, c'est un peu plus compliqué, évidemment, de briller. Mais l'année dernière, il brillait, il n'avait pas la meilleure voiture. À la fin. Et après, sur Red Bull, il y a un sujet, c'est le directeur technique. Est-ce que ce nouveau directeur technique qui remplace Adrian Newey, Pierre Vacher, est à la hauteur? L'année dernière, la voiture, il l'avait pas fait entièrement seul. Il repartait du travail de Newey, mais il a quand même fallu attendre la mi-saison pour arriver à en sortir quelque chose de cette voiture. Là, cette année, il semblerait qu'il se soit bien planté sur le châssis. Moi, j'ai mis des doutes sur la possibilité d'arriver parce qu'il y a des bruits qui courent de kilos en trop. Mais il y a quand même des effets d'apprentissage des ingénieurs, des pilotes. En fait, je pense qu'il va y avoir un effet rattrapage. Alors, si jamais la réglementation ne change pas ou change peu, Mercedes aura l'avantage jusqu'à la fin et l'un de ces 2 pilotes sera champion du monde. Mais, et là on aura des premiers éléments de réponse jeudi, donc stay tuned comme on dit, si jamais la réglementation change,
là, pour le coup, ça peut remettre vraiment toutes les cartes sur la table. Parce que, franchement, même dans ce cas-là, Ferrari, Red Bull ou McLaren peuvent revenir vite dans le jeu. Et là, alors, on ne sait pas si c'est le coup de gueule de Verstappen, on ne sait pas si c'est le crash qui nous a tous fait peur de Oliver Berman la semaine dernière, ou de manière générale la mauvaise humeur de beaucoup de pilotes. En tout cas, une chose est sûre, un aménagement, on va en parler, un aménagement de la réglementation 2026 est nécessaire. Et la FIA semble en avoir pris conscience avec une réunion extraordinaire prévue cette semaine, jeudi. Quelles mesures faut-il s'attendre? On fait le point, si vous voulez bien, ensemble. Je le disais à l'instant, la FIA organise une réunion ce jeudi 9 avril pour réunir les équipes, les directeurs techniques, en tout cas des équipes avec des représentants des motoristes, pour apporter leurs modifications au règlement 2026. Quels sont, selon vous, les points à revoir d'urgence? Le premier point, peut-être, Gaël, c'est la sécurité. On a eu très peur la semaine dernière avec Birman. Si tu veux revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. En gros, Grand Prix du Japon, il y a une particularité, c'est qu'on a une ligne droite, une chicane et une deuxième ligne droite. Donc là, c'est à peu près l'une des pires configurations par rapport au système de rechargement des batteries. Dans la première ligne droite, si vous mettez trop d'énergie, vous risquez de ne plus avoir assez d'énergie pour aller jusqu'au bout de la deuxième. Et quand Colapinto est rentré dans cette première ligne droite, lui n'avait plus d'énergie dans sa batterie. Donc, il a fait ce qu'on appelle du lift and coast, c'est-à-dire qu'il a lâché l'accélérateur bien avant le bout de la ligne droite, de manière, si vous avez tous déjà essayé de conduire une voiture électrique, vous voyez ce que c'est comme avec n'importe quelle voiture électrique, quand on lâche l'accélérateur, vous voyez le petit truc, bzz, elle est en train de se recharger la batterie. C'est exactement ce qu'ils ont fait sur une Formule 1, dans une ligne droite à 300 km/h, ce qui est complètement délirant. Lui, derrière, il arrive avec une voiture qui, elle, était chargée à bloc. Il accélère et là, pouf, il va presque 50 km/h plus vite que Colapinto. Il essaye de l'éviter au dernier moment. Au dernier moment, Colapinto se décolle sur la gauche. Alors, est-ce qu'il n'a pas regardé que l'autre arrivait à ce point-là plus vite? Est-ce qu'il a eu une erreur d'appréciation ou est-ce que c'est juste Colapinto? Non, je vais encore avoir toujours est-il qu'il s'est trop décalé. Berman a essayé de l'éviter, a touché l'herbe et là, 308 km/h. Gros crash. Gros crash. Et 50G dans les dents. Concrètement, l'idée, c'est de réduire pour la sécurité l'impact de ce lift and coast qui rend fou les pilotes, on peut dire ça. C'est chronique d'un accident annoncé. Ça fait depuis 2023 que certains le disent. Avec cette réglementation, ce type d'accident va arriver. Et peut-être de mettre des endroits, surtout des espaces, de délimiter les endroits où on a le droit de recharger ou non, et surtout de rendre beaucoup plus visible quand un pilote est en train de recharger, pour que le pilote d'après soit au courant. Là, c'était en le virage de Spoon. Il y a un problème de cadrage. Il n'y a pas de visibilité à cet endroit-là, donc c'est compliqué. Mais oui, tu as raison. Moi, je pense, pour revenir sur ça, c'est vraiment l'élément, la goutte d'eau qui va déclencher une remise en cause profonde de la FIA. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui circulaient, mais là, maintenant, avec ça, tu peux plus en fait ne rien faire. Tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt. Voilà, la priorité absolue de la Formule 1 depuis plusieurs années, et c'est normal et c'est très bien, c'est la sécurité. Et là, en fait, on le disait, beaucoup de gens l'avaient dit, mais quand ça arrive, en fait, c'est quand même vachement différent. Et là, pour le coup, tu dis le Japon, heureusement que c'était à Suzuka. Si c'est à Jeddah, si c'est à Monza, si c'est à Bakou, quand il n'y a pas de dégagement, ça peut être encore pire, tu vois. Ouais. Donc en fait, je pense que il n'y avait pas que ce problème-là, il y a le problème de sécurité. Avant, il y avait aussi le problème de spectacle, parce que franchement, c'est Mario Kart. Ça a plus de sens, tu vois. Tu mets le bout. Ça, on va reparler. Alors, on va en parler si tu veux, mais en fait, moi pour le coup, tu vois, pour moi, t'as deux grandes logiques. T'as la logique de performance et de spectacle. En gros, la réglementation actuelle dénature le sport automobile. Ça, à l'écran, ça se voit pas trop, parce qu'on voit les gens se doubler, donc on est content. Et maintenant, c'est des doubles. Et ça, tu vois, on l'avait tous quand même un peu compris. Oui. Quand même. Et on en a parlé avec Verstappen. Et là, tu as le second argument de la sécurité, où là, franchement, cette réglementation devient dangereuse pour la sécurité des pilotes. Tu vois. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas très compliqué. Il y a plusieurs options possibles. Soit, en fait, tu plafonnes, on va dire, ou tu réduis l'influence de... On va en parler. Alors, faisons le tour d'horizon de ce qu'il faut améliorer. Donc, améliorer. Parce que pour expliquer ça, il y a une raison quand même, parce que je me suis dit pourquoi, comment, alors que depuis 2023, on savait que ça risquait d'arriver. Pour la sécurité, on reste sur la sécurité. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu un changement entre 2023 et 2026, c'est que quand ils ont décidé de passer à 50-50 entre le moteur électrique et le moteur thermique, il était prévu de mettre une batterie beaucoup plus grosse. Si on met une batterie beaucoup plus grosse, il n'y a pas de problème. Les voitures, elles vont jusqu'au bout de la ligne droite. Et elles ont la puissance nécessaire. Sauf qu'avec la batterie beaucoup plus grosse, les voitures devenaient lourdes. Donc, ils ont fait leur simulation et mince, on va ralentir autour, les voitures vont être plus lentes parce que plus lourdes. La solution
qu'ils ont choisi, c'est de laisser la même batterie que l'année dernière. Sauf qu'on demande beaucoup plus à l'électrique que l'année dernière avec la même taille de batterie. Ça ne peut pas marcher. Et on entend les directeurs d'écurie le dire depuis des mois et les pilotes depuis des semaines. Donc, améliorer la sécurité, améliorer les qualifs, c'est toi qui en parlais tout à l'heure. Bien sûr. Parce qu'effectivement, les pilotes veulent un tour à fond à 100%, quitte à ce que la voiture naturellement aille moins vite, mais les pilotes ont le sentiment d'être maîtres de leur véhicule à fond. Donc, plus le lift and coast pendant les qualifs. C'est Bien ridicule. sûr. Et puis ce phénomène de fin de ligne droite qui fait qu'on voit artificiellement les voitures qui ralentissent alors que les mecs sont à fond. Parce que là, c'est ce qu'on appelle, c'est pas le Non, lift mais and en vrai, même tu vois, les dépassements, moi franchement, je trouve ça un peu artificiel. Totalement. En fait, on est tous contents. Là, en fait, je pense que l'amateur de Formule 1 qui n'est pas un passionné, qui connaît pas bien, ouais, trop bien, ça se dépasse, c'est trop bien, ça fait des extraits TikTok, tout le monde est content. Mais non, c'est nul. Les gens qui connaissent un peu la Formule 1, qui connaissent la course, ça serait bien que c'est pas ça la course. Moi, je préfère avoir des mecs qui se suivent pendant 10 tours et que enfin celui qui est derrière arrive à trouver, parce que c'est un peu une part de génie si tu veux. La faille, là franchement ça n'a rien à voir. C'est ah bah je mets mon boost, je te dépasse, ah bah j'ai plus de boost, tu me redépasses après. En fait ça dénature la course. Nous on le sait tous, on préfère avoir un dépassement, mais un dépassement vraiment de génie. De Max, on va tous en parler le lundi pendant plusieurs minutes, qu'avoir 10 dépassements, on se rappelle pas. La performance du pilote est totalement rabaissée par ça. Ouais, je dirais qu'il y a un juste milieu, parce que souviens-toi des Grands Prix où on s'endormait au bout de 20 minutes, où il ne se passait rien, c'était soporifique, la ligne d'arrivée était la même que la ligne de départ. Non, mais là, on est tombé dans un extrême. Mais là, on est tombé dans l'extrême inverse, tu as raison. Hein. La solution, elle n'est pas là. Mais ce qui est très problématique, c'est que tous ils disent aujourd'hui la solution, ce serait probablement de ne pas rester sur tous les Grands Prix au 50-50, parce que ça dépend aussi beaucoup de la configuration des Grands Prix. Là où on a énormément de soucis à se faire, c'est sur Monza avec sa ligne droite gigantesque. Monza, ça va être la course de celui qui le tombe en rade en plein milieu de la ligne droite. C'est ridicule. Comme par hasard, Ferrari va faire des essais à Monza, comme par hasard, là, dans les jours qui viennent. Avant de parler aussi de la sécurité, il y a aussi les départs. Hein. Là, on a réussi à éviter un peu les drames au départ, oui. Mais il y a aussi un vrai sujet là-dessus. Hein. Et là, encore une fois, Vasseur le dit depuis longtemps. Donc, quelle piste d'amélioration ? Une première piste, c'est de permettre aux écuries et aux voitures de récupérer plus d'énergie. C'est ça, Gaël ? Alors, ce qu'on appelle le super clipping, ça veut dire que tout à l'heure, on a parlé du lift and coast, c'est-à-dire je relâche l'accélérateur pour recharger la batterie, truc qu'on connaît tous, on l'a dit, dans une voiture de série électrique. Et il y a aussi le super clipping, ça veut dire que là, on va autoriser, quand on est à fond sur l'accélérateur, à recharger la voiture à ce moment-là. C'est-à-dire prendre une partie de la puissance du moteur thermique pour recharger l'électricité. J'irais même plus loin, Gaël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le super clipping, tu ralentis, mais en fait, le moteur continue à monter dans les tours sans que le pilote ait besoin de faire quoi que ce soit pour charger la batterie. C'est ça. Ou tu rétrogrades pour récupérer, pour justement faire monter moins que quand tu fais du lift and coast, pour l'instant. Oui, parce que tu n'as pas la limité de 150 kW à l'heure actuelle. Voilà, il faut en fait, c'est limité. Il faut équilibrer en fait. Là, ils veulent passer à 350 kW. En fait, quand tu fais du lift and coast, tu peux aller jusqu'à 350 kW de recharge. Et quand tu fais du super clipping, comme tu disais, Gaël, c'est que 250. Là, ils veulent autoriser de passer à 350. Qu'est-ce que font les pilotes ? Ils font du lift and coast. Ouais. Donc il faut effectivement, ça c'est l'une des options. Donc il faut augmenter le super clipping et autoriser du 350 kW. Et il faut réduire le lift and coast du coup, et lui le diminuer pour favoriser le... C'est l'une des seuls moyens qu'ils ont d'agir, parce que ce que je disais tout à l'heure sur changer le ratio entre le moteur thermique et le moteur électrique, on ne peut pas le faire en cours de saison, parce que si on le fait maintenant, les moteurs n'ont pas été prévus pour, et il risque d'y avoir des problèmes avec certains moteurs thermiques. Après, sur l'électrique, tu peux aussi en fait limiter la puissance de l'électrique à 200 et pas à 350. Ouais. En fait, qu'est-ce qui se passerait ? Ça veut dire qu'en gros, tu vas répartir en fait l'électrique sur toute la ligne droite, alors que là, tu peux aller jusqu'à 350 et après, tu as un problème de charge, tu es en pleine charge. Donc, si tu abaisses en fait le déploiement de l'électrique, bah, du coup, ils vont le répartir sur le tour et tu auras moins d'effet accélération en fin de ligne droite. Et ça va glisser. Il y a un moins gros différentiel. Ça, c'est une autre option, tu vois. Et dernière option sur l'électrique, après, voilà, c'est peut-être en fait pouvoir, si tu veux, limiter la récupération d'énergie sur un tour. Aujourd'hui, il me semble que c'est 9 mégajoules que tu peux récupérer sur un tour. Et à Suzuka, ça avait été baissé à 8 à Suzuka. Si tu la baisses à 7 ou 6, potentiellement, tu vas pouvoir récupérer moins d'énergie. Donc, du coup, c'est pareil. Tu vas moins freiner, parce que tu pourras moins récupérer. Par contre, tu vas aller moins vite. Mais bien sûr. Tu vas aller moins vite. Et ce qu'on dit, c'est que tu passes de 8 à 7, tu perds 1 seconde par tour. Tu passes de 7 à 6, tu perds 2 secondes par tour. Mais là, on arrive au GP2, quoi. Mais après, pour le coup, c'est des sujets. Est-ce que tu peux faire des voitures plus lentes, des pilotes à fond, ou des voitures plus rapides, mais en fait des pilotes qui ne peuvent pas aller à fond dans leur voiture? C'est ça. Et après, sur le thermique, le problème, c'est ça, en fait, c'est que c'est le débit de carburant. Le problème, c'est que si tu augmentes en fait le thermique,
tous les moteurs ont été faits avec un certain débit de carburant. Donc là, aujourd'hui, c'est du 55-45, tu pourrais monter à 65 puissance pour le thermique. Il faut prendre la décision maintenant pour les moteurs 2027. Ça, je suis d'accord. Donc, à mon avis, c'est une option qui va, je pense, potentiellement être prise, mais pour 2027. Là. Mais n'oubliez pas les objectifs. À court terme, il y a une autre option, et c'est Norris, je crois, qui a été le premier à en parler, qui serait intéressante. C'est que lui, ce dont il se plaint le plus, c'est qu'on ne maîtrise pas quand la puissance électrique arrive. Oui. Et lui, ce qu'il dit, mais donnez-nous un bouton, et c'est nous qui décidons si dans ce virage, on la veut ou on la veut pas. Ils l'ont, mais généralement, ils ont 3 Non, secondes. ça, c'est le super méga boost. Ah ouais, mais Non, mais vous gérez honnêtement, on a Mario passé, je Kart. crois, tous les trois une bonne partie du week-end de Pâques à essayer de comprendre ce règlement. Et quel que soit le sport, un sport où il faut autant de temps pour comprendre un règlement, il y a un souci. C'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est l'enjeu. Tu vois, tu sens que la F1 veut se moderniser et on sait qu'ils ont cet objectif de zéro carbone. Il va être, d'ici, c'est 2030 ou 2032. Mais ils y sont 2030. quasiment là. Donc ils ont des objectifs. Ce qui est intéressant, c'est ils ont de l'essence synthétique aujourd'hui. ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont hyper ambitieux, mais en fait derrière, ils sont allés très rapidement dans cette ambition de 50-50 et en fait, qui n'est pas cadrée. Et donc c'est. Mais attends, si tu perds en fait aussi tes meilleurs pilotes, si tu perds une partie de ton audience, parce qu'on a vu effectivement. Tu dénatures le sport. Tu dénatures ton produit. Tu vas le vendre à qui ton produit? Tu vas le vendre encore à LVMH à 100 millions d'euros. T'as des nouveaux motoristes. Ouais, c'est ça. Et on voit bien que depuis le début de la saison, dans certaines zones géographiques, l'audience, on en parle peu parce que évidemment les diffuseurs ne veulent pas qu'on le sache. On l'a vu à Suzuka. L'audience est en baisse. Après, pour le coup, vu les horaires aussi, on peut pas trop. Enfin, en France, il y a le décalage. c'est Par rapport à l'année dernière aussi, ils étaient à mêmes horaires l'année dernière. Après, il y avait quand même un changement d'heure en fait le week-end de Suzuka, quand même, tu vois. Ouais. Et juste, est-ce que je peux, à ce stade de l'émission, me permettre un petit peu de mauvaise foi? Ça n'arrive jamais, mais vas-y. Non. Allez. Attendez, attention. Elle est annoncée, jingle. Let's go. Peut-être le seul effet positif de cette réglementation nouvelle, c'est juste que Alpine est de retour aux affaires. Ça fait longtemps, tiens. Et que Gasly, son pilote fétiche, potentiel champion du monde, peut enfin exprimer son talent dans une voiture pour être le meilleur des autres. Et je termine en disant cela, je le dis depuis plusieurs mois ou années. Et les spectateurs fidèles de l'émission le savent. Oui. Si vous donnez une voiture capable de gagner des courses à Pierre Gasly, il sera vainqueur de Grand Prix à plusieurs reprises. Et il sera, parce qu'il a déjà été, et il sera champion du monde. Surtout sur Mario Kart. Moi, je pense que Gasly sur Mario Kart, c'est le champion du monde. Allez, dernière piste évoquée et on reviendra la semaine prochaine sur les décisions de la FIA. Une piste que pourrait retenir la FIA, c'est... Souvenez-vous, comme autrefois, quand le DRS est arrivé, les pilotes en qualif pouvaient l'ouvrir et le fermer quand ils voulaient. En gros, ce DRS en qualification, on pourrait revenir à ce modèle de libérer l'aéroactif. Il y aurait des zones, pas dans les virages, il y aurait dans les lignes droites, évidemment. Le 130R à Suzuka, tu vas garder le truc comme ça. Pas dans les virages. C'était un pilote alpine qui nous l'a fait, celle-là. C'est la discrétion. La discrétion. Premier virage, pas le Juge pilote. Ah non, c'était douane. Et puis au-delà, priorité au pilote, qu'il garde le contrôle, que ce ne soit pas un algorithme. La réunion, c'est jeudi, on y reviendra la semaine prochaine, on essaiera de débriefer ensemble, on espère qu'il y aura de belles avancées. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette réglementation? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, on passe maintenant à une nouvelle rubrique, ça s'appelle Paddock Punchline. Paddock Punchline, c'est la phrase forte que l'on décrypte cette semaine en marge ou dans le paddock. Elle est signée cette semaine Daniel Ricciardo. Regardez, elle est très courte. J'avais perdu ce petit quelque chose, tout simplement. Ce petit quelque chose qui le faisait qu'il gagnait des grands prix. C'était une déclaration qu'a fait le pilote australien lors d'un entretien avec le PDG de Ford, Jim Farley, en évoquant la fin de sa carrière. Je le cite encore, j'étais reconnaissant qu'il prenne la décision pour moi, pas tellement parce que la décision d'arrêter la F1, vous l'avez bien compris, pas tellement parce que je pense que j'en avais fini, mais parce que je savais que c'était plus difficile pour moi de performer au niveau. Alonso, ce gars-là regardez ces gars comme Alonso qui ont la quarantaine et qui sont encore en F1, un niveau hyper compétitif. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais perdu ce petit quelque chose. Et c'est bien l'admettre, c'est extrêmement rare de voir un pilote de F1 de me dire ouais, finalement j'ai bien fait d'arrêter. Et puis ils ont bien fait de me virer. Ouais. Non, mais je dirais il y en a. Enfin, moi je ne l'aurais pas forcément viré. Il était peut-être un peu moins rapide qu'avant. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ils ont bien fait de me virer. Mais c'est rare d'avoir non seulement un pilote qui est capable de prendre du recul et d'accepter ses décisions, parce que c'est très dur d'un pilote d'arrêter sa carrière. Alors après, il y en a qui avaient planifié ça. Je pense à Nico Rosberg depuis le début. Le jour où je serai champion du monde, je m'en vais. Sa retraite à 32 ans. Mais là,
prendre la décision, et que ce soit pour un pilote ou n'importe quel sport, c'est toujours ce truc de l'année de trop. À quel moment doit-on s'arrêter ? Et Ricciardo, bah oui, c'est toute cette génération de pilotes qui n'ont pas atteint leurs objectifs. En partie, mais évidemment, il a fait une très très belle carrière, mais son rêve c'était d'être champion du monde. Et c'est difficile ce moment où on dit bah non, c'est fini, je serai plus champion du monde. Je serai pas. Et puis surtout, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Le salaire d'un pilote en activité, même si derrière il y a plein de choses, c'est 10 à 100 fois plus il en a mis un peu de côté, hein, tout va bien. Ça fait partie en fait de la lucidité et d'un grand sportif de savoir en fait que lui-même ne pourra plus faire tous les efforts pour être au top niveau. Et moi, ça me fait penser directement à quelqu'un. Alors, c'est pas dans la F1, c'est dans le sport. C'était Michel Platini en 87. Il est assez jeune, Platini, quand il arrête. Hein. Il a 31, je crois. 30 d'années. 31 ans. Aujourd'hui, par rapport à des footballeurs, hein, bien sûr, c'est pas la même préparation, donc ça paraît jeune, 31 ans. Mais en fait, il l'a dit, je savais très bien, au fond de moi, que je serais plus capable de m'entraîner aussi fort tout le temps et d'être au plus haut niveau. J'avais plus envie. Et je pense que lui aussi, peut-être il me manquait ce petit quelque chose, alors que il était toujours très talentueux. Et on en revient au début de l'émission avec Max Verstappen. Est-ce qu'il commence pas à être un petit peu dans cet état d'esprit? Alors, il y a une différence énorme. C'est que dans la même interview, Ricciardo dit « Quand j'ai eu l'alerte, quand je suis rentré bêtement dans le mur et que je me suis cassé le doigt, j'avais jamais eu d'accident jusqu'à maintenant, gros, en F1. Et là, j'ai douté parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe ? Et quand un pilote dit ça, ça veut dire qu'il commence à avoir peur. Et ce qui est légitime d'avoir peur à la vitesse où on va. Ce qui est probablement ce qu'est en train de vivre en ce moment Mick Schumacher en IndyCar d'ailleurs. Mais il y a des raisons d'avoir peur. J'ai pas l'impression que Verstappen ait peur de quoi que ce soit en ce moment, vu comme il va comme une tête brûlée avec les GT3 et autres. Non, ok. Je pense que ça n'a rien à voir les deux. Allez, on aura l'occasion de revenir sur Max dans beaucoup d'émissions. J'espère de refaire la F1 et pour longtemps. En attendant, on passe. Puis n'hésitez pas à réagir, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous pensez, est-ce que Max va continuer ou pas moi je trouve en tout cas l'attitude de Ricciardo très chevaleresque, vraiment c'était un gentleman ce gars. Je ne sais pas si sur le moment il avait réagi comme ça, parce que ça c'est une interview qui est récente, avec du recul, donc ça cette lucidité elle a maturé aussi, après, tu prends un peu de temps, donc ça qui est intéressant. Non mais c'est rare qu'un champion mature et dire oui j'ai bien fait de m'arrêter et aujourd'hui je suis très heureux. C'est la question sur Alonso, tu vois. Il a pris une année sabbatique pour faire le point et ça lui a fait du bien et c'est difficile. Alors, on sent qu'Alonso lui il n'est pas prêt, on en parlera la semaine prochaine si vous voulez bien d'Alonso. On revient maintenant à votre rubrique préférée, à savoir bien sûr le quiz F1. Justine, tu restes là. On va laisser Guillaume. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Allez, place maintenant à notre traditionnel quiz. Cette semaine, gros plan sur les grandes gueules de la F1, les Max Verstappen et compagnie, ceux qui font des déclarations fracassantes, qui arrachent les micros à la radio et qui ont marqué l'histoire de la discipline. Vous connaissez le principe, c'est 4 indices, un pilote à trouver pour empêcher Guillaume qui gagne chaque semaine. On a mis en place une question subsidiaire pour départager les champions et surtout la question bonus, sans indice, mais 4 points directs. Mais on peut répondre à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas éliminé. Super. Voilà. Pas mal. On a fait évoluer le règlement, c'est comme la FIA, pour essayer de limiter la domination de Mercedes, de Guillaume. C'est que pour les 4 points directs, c'est pas maintenant. Non, c'est pour d'accord. Voilà. Ah bon? Est-ce que toutes? Non, uniquement pour les questions bonus. Ah ouais, non mais. Bon, il y a 3 questions bonus, ça devrait aller. Ah waouh. Alors, est-ce que vous êtes prêts, madame, messieurs? Yes. Faut avoir des buzzers. Il n'y a pas de buzzer. Alors, je suis un pilote réputé pour mon très mauvais caractère et mes déclarations souvent très cash. En 1982, donc il n'est pas tout seul, tout jeune, lors du Grand Prix d'Allemagne, je m'accroche avec Eliseo Salzar et cela se termine à coup de poing. Elle est connue cette image. Ok. Indice numéro 2, ce sont mes déclarations à la presse suite à l'éviction de mon fils en F1 qui vont provoquer le plus grand scandale de la Formule 1. Piquet. Ouais, mais vous mettez l'image en régie. Piquet. Bah oui, c'est... Si vous mettez l'image en régie, mais c'est sympa. Ils peuvent deviner, les garçons. Ça va la régie vous voulez favoriser Justine, c'est ça? Ah, vous n'êtes pas sympa. Vous voulez favoriser... Par contre, les gars, juste, on va mettre le VAR, les gars, mais on est d'accord, c'est moi qui l'ai dit en premier. Non, il n'y avait pas l'image, il n'y avait pas encore l'image. Il y avait l'image. Guillaume ne regardait pas. Guillaume ne regardait pas. Si vous voulez favoriser Justine, envoyez-lui discrètement, mais pas comme ça. Ça va la régie? Je ne les entends plus. Ils sont pas là. Dans des petits chaussons. Allez, celle-là, elle compte pour du beurre. Je suis un pilote réputé pour mon mauvais caractère. Et c'est plus contemporain, mais il est à la retraite aujourd'hui. Il est considéré par la plupart des journalistes comme le pilote le plus antipathique en interview. Prendre des risques.
Il est parti il n'y a pas... Kimi Raikkonen, bonne réponse de Gaël. Ouais, super. Je suis connu pour m'emporter à la radio avec mon ingénieur de piste. Par exemple, ça donnait ça. Hein. Ah ouais. Voilà. Quand même. Et, ou alors, Leave Me Alone, I Know What I Am Doing, hein, c'est sa grande spécialité. Voilà, on le surnomme Iceman, à savoir Kimi Raikkonen. C'est vrai qu'il était assez... En régie. Allô, la régie. Ça fait 4 points pour Gaël. Ouais. Trop fort. Je suis encore un pilote réputé pour mon très mauvais caractère. C'est une constante de ce quiz F1. Je suis un pilote de F1 qui est a priori très très souriant dans le paddock et très très calme dans le paddock. Stroll. Mais dès que je mets mon casque, je suis connu pour balancer des jurons. Non, ce n'est pas Lance Stroll. Non, le paddock n'est pas très... Je cite. Alors, j'étais condamné l'année dernière à des amendes par la FIA suite à des invectives à la radio. Des vrais vilains gros mots. Non. Je suis un pilote japonais. Tsunoda. Non, bah non. Ah si. Ah si, Yuki. Ah oui, c'est Yuki, ouais. Il n'est pas très souriant. En régie, ouais. Si, il est super souriant, mais pas quand il met le casque. En régie, c'est vrai que l'année dernière, il a vachement donné. Ah non, mais c'est Gaël qui a gagné. Et je suis un pilote de réserve de Red Bull cette année, donc oui, c'est Gaël en régie, on est d'accord. Yuki. Donc ça fait 8, non. Non, bah non, il n'y a pas 4 là. Ah oui, 6 à 0, c'est ça la régie. Ouais. Oui, pas tous. 7, non? Non, parce qu'il a répondu à la deuxième question. Donc ça fait 3 points. 3 points, non? Non, je suis à la troisième question, donc je suis 6-0. Bon, il va falloir revenir avec des questions bonus, les amis. Oui, je sais, mais je suis trop perturbé par Justine. Ah, c'est chaud, c'était pas très chaud. Quel pilote a lancé à son coéquipier après sa trahison lors du Grand Prix de Malaisie? C'était en 2013. Multi 21 Seb. Non, Weber. Multi 21 Seb, pardon. Marc Weber. Bonne réponse de Guillaume Marc Weber. Ouais, mais j'ai... Pas mal. Bravo. Multi 21, tu veux me remettre dans le contexte? Alors, mais je Grand Prix de Malaisie. Je pense que en route Turquie, non? Non, Malaisie 2013. T'es sûr de ça? Ah bah oui. Ah oui. On verrait, ok. Bah non, en fait, il devait... il y avait des consignes. Il y avait des consignes. Marc Weber était devant. Vettel était deuxième sur les Red Bull dominatrices à l'époque. Il y avait une consigne qu'il ne devait pas s'attaquer. Et Vettel n'a pas suivi cette consigne. Weber s'est mis en mode économie. Weber. Donc ça se passe qu'il n'allait pas attaquer. S'il disait multi 21, ça voulait dire que la consigne était qu'on ne dépasse pas. Ils l'ont dit à la radio. Et on met le moteur en mode économie. Alors que Vettel, lui, restait en mode performance. C'est ça. Et il a mangé. Mais dans la carrière de Vettel, il y en a plus d'une des comme ça. Hein. Ouais. On continue sur les invectives à la radio. Je me suis trompé. Hein. Allez, question numéro 5. Donc en régie, ça fait 6-4, c'est ça? On a noté 6-3, nous. Mais non. Il a eu direct 6-4. Il a eu direct. Il n'y a que 4 points. Normalement, la rubrique bonus, c'est pour handicaper... Je suis nul là. Guillaume, mais ça ne marche pas cette fois-ci. Allez, une autre citation rigolote. Quel pilote a lancé à sa radio, à son ingénieur de piste, cette phrase culte durant les essais du Grand Prix du Brésil? C'était en 2018. There is something loose between my legs, apart from the obvious, something flying around my feet. Il y a quelque chose qui pend entre mes jambes. Ne pensez pas à l'évidence, c'est quelque chose qui se balade autour de mes pieds. C'était Leclerc, non? Non. Ah merde. C'est un pilote Ferrari. Ah bah ouais, d'accord. 2018. Sainz. 2018. Vettel, bonne réponse de Justine. Sébastien. Il avait dit ça? Ouais. Quelque ça chose qui pendouille. Et il avait même rajouté... Ça ne m'a pas marqué. Il avait même rajouté d'arrêter de penser à ce que vous pensez, parce que si c'était le cas, je serais très fier. C'est petit. En régie, ça donne quoi? Le retour de Justine? Non, pas vraiment. Je suis à la 3e indice ou 2e indice? 7-4-4, les gars. 7-4-4, c'est pas 3, fini. non? Non, je suis 2. Je suis à 3 points, ma mère. C'est pas fini, il reste une question 6 et une question subsidiaire. Allez, question 6. À quel pilote était destiné ce message à la radio? Attention. Il n'y a pas les buzzers là? Non, on peut... À quel pilote était destiné ce message à la radio? Est-ce qu'il y a des propositions? Il n'y en a qu'un. Fernando is faster than you. Fernando is faster than you, c'était au Grand Prix d'Allemagne en 2010. Michael Schumacher. Non. C'était entre deux coéquipiers. Felipe Massa. Felipe Massa, bonne réponse de Guillaume. C'était effectivement le début du déclin malheureusement de Felipe Massa. Ça l'a ruiné sa
sa fin de course, qu'il était obligé de laisser passer Massa, et ça l'a vraiment marqué parce qu'il se pensait à égalité avec les Lanzo, il a compris que non. Philippe et Matt, ça donne quoi en régie? Il reprend la tête, Guillaume, c'est ça? Ouais. Exactement, Guillaume reprend la tête. C'est-à-dire 8-6. 8-7-3. Exactement. 7 pour Gaël. Donc il reste la question subsidiaire à 1 point pour faire l'égalité, c'est ça? Allez, la question subsidiaire. Quel pilote, c'est toujours lié à l'histoire de radio, suite à une panne de la radio, a complètement oublié de passer au stand pour ravitailler et est donc tombé en panne au bout de quelques tours? Nigel Mansell. C'est un pilote français. Je vous aide. C'était en 97 au Grand Prix d'Australie. Eh ben, Un pilote français. Nice. Non, un pilote français allez-y. chez Benetton. Vous avez le droit, t'as le droit de. Ah, c'est vrai qu'on a le droit. Ah ben oui. C'est Jean, allez-y. Bonne réponse. Ah merde, mais j'avais oublié qu'on avait le droit de relancer. Eh ben oui. Bonne réponse de Guillaume qui Bravo. remporte ce Enfin. quiz. Enfin, bravo. Bravo, Guillaume. Bon. Sympa comme quiz. On essaie de varier les Faut plaisirs. bien écouter la radio. Mais maintenant, il y a tellement d'échanges radio avec. Depuis Le 2 coup ans, il y a de non-stop. allez-y, c'est pas piquer des verres quand même. Il y avait l'ingénieur qui lui passait le panneau arrête-toi, le type continuait, il alignait les retours. Pas plus vite qu'à fond, pas plus vite qu'à fond. Ça, c'est les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, mais on adore Jean Lézy, on l'embrasse. C'est un À très fond, bon à fond, pilote. quand c'est dans les à fond, À fond, dans les guignols de l'info. Allez, Un très bon pilote. Hein. Ah oui, mais par moment, il oubliait de regarder les panneaux et les indications du pilote du stand. Allez, on passe à la Minute Insta. Regardez, on a retrouvé une vieille pub pour Pirelli qui date de 1966. On y voit Juan Manuel Fangio au volant d'une, regardez, décapotable Alfa Romeo sur ce qui semble être l'ancienne parabolique à Monza. Regardez la protection, le casque évidemment, sans aucune protection ou presque, juste des gants en cuir et une paire de lunettes et le talon pointe, Pas de ceinture en dessous. double embrayage, pas de ceinture, et regardez la parabolique. Alors je sais pas quelle vitesse il allait à laisser voiture à l'époque, mais et puis évidemment il n'y a pas d'arceau de sécurité non plus, à fond quoi. C'est juste incroyable. Et il était génial cette parabolique. Elle existe toujours, je crois, à Monza, mais elle Oui, elle est derrière. elle est derrière, mais elle n'est plus utilisée. Elle doit être un petit peu vétuste aujourd'hui. Juan Manuel Fangio, le grand. Comme quoi, n'en déplaise à Helmut Marko, il y avait des grands pilotes sud-américains qui ont fait des étincelles. Une autre pub qui a buzzé cette semaine, c'est celle de Lego, vous savez, autour de la Coupe du Monde et qui a réuni les plus grands champions de football pour annoncer la Coupe du Monde. Et si on l'a décliné au monde de la F1, qu'est-ce que ça donnait? L'IA l'a fait, regardez. Alors on voit effectivement Lewis. C'est faux ce qu'on arrive à faire avec l'IA aujourd'hui. Russell. Ton chouchou, George Russell. Alors, regardez ce qu'on arrive à faire, c'est juste impressionnant. J'ai pas vu la pub d'origine, mais. La pub d'origine, tu super. as Mbappé, tu as Messi, tu as. Ah, il y a Max quand même. ok. Voilà, tu as tous les grands. Rondo, Ça a dû coûter un bras, la salle est gratuite. Hein. C'est juste un prompt. Voilà, et ça reprend la même idée. Pareil, ouais. C'est sympa. C'est fou. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et c'est que de l'IA. Voilà, peut-être qu'on n'aura plus besoin de tourner l'émission, bientôt ça sera une bonne idée. Je crois qu'on peut revenir en plateau, les amis. D'autant plus que ça pourrait arriver puisque Lego a les droits de la F1. Donc, Ouais. Alors, on sait que les pilotes sont particulièrement concentrés avant le départ. Certains s'isolent avec des casques à réduction de bruit avant de se mettre se glisser dans leur baquet. D'autres se détendent en touchant ils sont assez, vous savez, comment dit-on, superstitieux. Ils ont besoin de toucher des objets porte-bonheur. C'est le cas, regardez, de Lando Norris. C'est fou comme il arrive à être cool avant le départ, mais bon, vous avez compris quels étaient les objets précieux qu'il touchait avant le départ. Ceci ne nous regarde pas. Non, mais c'est une tu technique. peux le dire, Justine. Non, mais bon. Et puis, c'est le buzz absolu de ce week-end. Lewis Hamilton, qui a pris le volant d'une F40, une Ferrari F40 à Tokyo, en charmante compagnie. C'est Kim Kardashian herself, à savoir la séquence People du jour. Voilà, Oh my et maintenant on me dit, mais tu fais une émission sur la F1,
Ouais, tu connais Lewis Hamilton? Non, mais pourquoi tu es passionné des fins? Non, mais je suis Kim Kardashian et c'est son petit ami. Voilà, maintenant, pour certains, Il va Lewis devenir est le connu pour petit ça. ami de Kim, il va pas devenir. Terrible. C'est plus Lewis Hamilton. Allez, on passe à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo on refait la F1, ORLF1, les initiales. Comment ça marche? C'est très simple, vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire très simplement sur winamax.fr et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo, dans le commentaire épinglé. Attention, annonce légale, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Allez, on revient vos pronos pour le futur Grand Prix de Miami, c'est le mois prochain. On revient sur les pronos de la semaine dernière. Vous pouvez encore les modifier ou en ajouter pour les absents. On écoute, on regarde. Sans hésitation, Piastri, Kimi, et cette fois-ci, je vais mettre Leclerc en 3. Kimi, Charles, Max Verstappen. Kimi, Lewis, Charles. C'est osé, hein? Moi, je mettrais Charles, Kimi et Max. Lando Norris en première place, et oui, suivi de Kimi en deuxième place et d'Oscar Piastri troisième. Pas mal. Ah, moi, personnellement, je garde mon prono. Est-ce que tu gardes le tien? Moi aussi, ouais, je vais garder le mien. Alors, quel est ton prono pour le Grand Prix de Miami dans presque bientôt 3 semaines et demie? Ça dépend de la réunion de jeudi. Mais bon, tu pourras encore le ne sachant modifier. rien sur la réunion de jeudi, ce sera George Russell en numéro 1, Kimi Antonelli en numéro 2 et Charles Leclerc en numéro 3. Noté. Gaël, de ton côté? Pareil pour les 2 premiers, Russell, Antonelli et Hamilton en numéro 3. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer justement les annonces de la FIA. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission sur nos chaînes YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Et pour être prévenu en temps réel, vous le savez, de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, Le petit pouce. allez, ciao les amis et vive la F1! Vive la F1.